Bonsoir et bienvenue dans le 23h, voici les titres. La première Assemblée générale de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso s'est tenue au Burkina Faso. Les projets communautaires pour booster le développement de l'espace ont été révisés. La ville d'Alépé a désormais son commissariat de police. Il a été inauguré hier. C'est un don de la mairie en vue de mieux assurer la sécurité des populations. En Thaïlande, l'opération d'évacuation des 12 enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte inondée depuis 15 jours a finalement débuté ce dimanche. 4 des 12 jeunes coincés ont déjà été secourus. Merci de suivre cette édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était dans la région du Hambol. Au terme de sa visite, il s'est rendu à Dabakala, dans le village de Niéméné, où il a procédé à la mise sous tension de la localité à la grande joie des populations. Abordons à présent l'actualité politique avec cette rencontre aujourd'hui entre des cadres du RDR et les militants de la commune d'Abobo. La remobilisation des militants et la redynamisation des structures de base du parti étaient au cœur des échanges. Abobo restera le bastion du RDR, c'est la conviction affichée par les militants du Rassemblement des Républicains de cette commune. Cet engagement, ils l'ont pris lors du séminaire tenu avec les cadres de la direction du parti. Nous voulons qu'au sortir de ce séminaire, la cohésion soit une réalité entre les militants d'Abobo. Nous voulons également que ce soit le lieu où nous allons célébrer la solidarité effective entre les militants d'Abobo et la direction du parti, entre les militants d'Abobo et le président de la République. Très attendu à ce rendez-vous, Ahmed Bakayoko a rassuré les militants quant à sa disponibilité à travailler à leur côté. Il dit être prêt à apporter sa contribution à toutes les structures du parti. Oui, nous devons nous mobiliser pour être le bastion imprégnable du RDR, le verrou du président Alassane Ouattara, sa protection, sa base solide. Mais nous devons être également à Bobo une cité solidaire où les militants sentent qu'on s'occupe d'eux, qu'on prend soin d'eux. Pour la secrétaire générale du RDR, Abobo et toutes les contrées du pays bénéficieront de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le président travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire et les fruits, aujourd'hui nous avons une croissance et tout le monde le sait, tout le monde le voit, on entend. Il travaille pour le développement de toutes les régions sans faire de discrimination aucune. Et c'est Ahmed qui choisit pour venir à Abobo. Le RDR nouveau à Abobo, auquel stratégie pour la redynamisation et la remobilisation des structures locales du parti, c'est le thème autour duquel s'est déroulé ce séminaire. La ville de Banfora au Burkina Faso a servi de cadre à la première assemblée générale de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, composée des villes de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Une rencontre qui a permis de révisiter la feuille de route de l'institution. Les projets pour relancer le développement de l'espace ont été révisés. Mamadou Kwasi. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso continue de tisser sa toile. Après l'Assemblée constitutive à Korogo, place à la première Assemblée générale ordinaire. Les maires et les présidents des régions des Cascades, du Haut-Bassin, de Sikasso, du Folon, du Kyologo et de la Bagoué sont retrouvés dans la ville de Banfora au Burkina Faso. Il s'agit pour ces élus locaux, en plus des préfets, de réfléchir ensemble sur l'amendement des statuts, le règlement intérieur et le plan d'action. Et surtout de débattre la question de l'élargissement de la fêtière aux autres communes de l'espace. Quand on prend la région de Sikasso qui est au Mali, 147 communes. Quand on prend la région des Hauts-Bassins et des Cascades au Burkina, c'est 33 communes au Haut-Bassin, 17 communes du côté des Cascades. Côté Côte d'Ivoire, vous avez 4 communes côté Folon, 7 communes Bagoué, 28 communes côté du Poro. C'est pratiquement plus de 200 collectivités. Comment gérer tout ça? Voilà un peu ce à quoi on va réfléchir. Cette rencontre va faciliter la mise en place des projets et contribuera sans nul doute
à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso dans leur quête permanente de développement des collectivités territoriales, selon l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Dans le cas d'une région transfrontalière impliquant 3 pays, ces actions-là sont d'autant importantes que les populations qui vont en bénéficier sont beaucoup plus intéressées et sentent mieux les gouvernements à leur côté. Des propos corroborés par les représentants du gouvernement burkinabé. Les pays sont en train de s'unir pour créer de grands espaces pour amorcer le développement économique. Les collectivités territoriales ont emboîté le même pas autour d'un objectif commun, c'est-à-dire assurer le développement économique de leurs collectivités respectives. Durant 2 jours, les différentes commissions spécialisées ont reçu à établir la feuille de route pour l'autonomisation de la fêtière et un début de solution pour intégrer toutes les communes de l'espace Escabo. Depuis sa création en 2016, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales d'espace Escabo a soumis plusieurs projets intégrés de plus de 40 milliards de francs CFA aux partenaires financiers. Certains de ces projets sont en cours de réalisation. La ville d'Alépé vient d'être dotée de son premier commissariat de police. C'est un don de la mairie pour renforcer la sécurité de cette localité. Le nouveau commissaire et ses hommes ont déjà pris fonction. Michel Digré, Herman Guivé. Il est passé par la direction de l'informatique. Commissaire Zrotier Moko, c'est lui le premier responsable du commissariat de police de la commune d'Alépé. Située à environ 45 km d'Abidjan, la localité fait face à de nombreux défis sécuritaires qui ont impacté son développement. Aucun opérateur économique n'a voulu prendre des risques d'investir dans une zone d'Alépé où la sécurité n'est pas suffisamment garantie. La sécurité reste l'affaire de tous. Le président du conseil régional de Lamé souhaite l'implication des populations pour juguler l'insécurité à Alépé. Au quotidien, c'est à nous de créer les conditions pour que les policiers, les commissaires qui vont exercer ici fassent leur travail dans un cadre propice. Le commissariat est doté d'un véhicule neuf. La feuille de route des agents est définie. Vous êtes au service de la population. Et votre objectif majeur doit être la quiétude de cette population. Je vous exhorte à vous éloigner de tout ce qui peut vous éloigner des populations. Dans les prochains jours, plusieurs commissariats seront inaugurés sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment à Boisflé, Botron, Blonlequin et Zoukoube. En santé, la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire a tenu ses journées scientifiques les 6 et 7 juillet dernier à l'INFAS à Trècheville. Des journées pour déterminer les conditions d'une utilisation optimum des appareils d'anesthésie pour la sécurité des patients. Chris Diomandé, Franck Wadio. Son travail dans un bloc opératoire, administré aux patients le produit supprimant totalement ou à moitié la sensibilité à la douleur. Les médecins anesthésistes sont assistés d'infirmiers. Ces derniers sont formés à l'Institut national de formation des agents de la santé, INFAS. L'anesthésie, c'est vraiment important et parfois ils travaillent seuls. Donc forcément, il faut se remettre en question, il faut se remettre en partie, il faut valoriser ses connaissances. Une tâche difficile, le matériel pas toujours maîtrisé, ce qui influence négativement la pratique sur le terrain. Quand l'État fait un effort pour équiper l'intérieur du pays de ces tables très modernes, nos collègues n'ayant pas été formés au préalable mettent ces tables dans le coin et continuent à travailler comme l'ancienne méthode. Une formation alors pour permettre à ces agents de santé d'être au même niveau de connaissance. Cette journée permettra pour nous et pour eux-mêmes d'apprendre à interpréter les signes de défaillance des organes, les signes de défaillance du cœur au cours de l'intervention, les signes de défaillance de la respiration au cours de l'intervention et les signes de défaillance du cerveau au cours de l'intervention. Ces nouveaux appareils qui viennent et qui sont très modernes, il faut qu'on apprenne à les utiliser pour que ça soit profitable aux patients. 2 jours de formation pleinement vécus selon les participants. Ces journées sont vraiment bienvenues parce que nous sommes vraiment loin. La science évolue, il y a de nouvelles techniques, il faut que nous venions chaque fois se ressourcer auprès de nos maîtres pour parfaire la prise en charge anesthésique de nos patients que nous avons à Korogo. En Côte d'Ivoire, plus de 300 infirmiers anesthésistes interviennent dans la prise en charge des patients en soins d'urgence, en réanimation et en anesthésie.
On s'intéresse à une opération de désinsectisation menée dans les zones touchées par les inondations du 19 juin dernier. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers l'Institut national d'hygiène publique. Elle vise à détruire les moustiques, les cafards ou autres insectes pouvant entraîner des maladies. Ami Sissoko. Cette opération, ce n'est pas pour entretenir ces fleurs, mais une opération de désinsectisation. Elle est menée par les techniciens de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Dans la cité Alabrapé, l'une des cités touchées par les récentes inondations, l'opération vise à lutter contre les moustiques, vecteurs du paludisme et de la dengue. Ces pluies diluviennes sont à l'origine de nombreux problèmes d'assainissement et de salubrité. Or, ces problèmes-là sont les lits de prolifération de certains insectes tels que les moustiques et autres insectes, notamment les cafards, les mouches, et qui sont des vecteurs de nombreuses maladies, notamment le paludisme, la fièvre jaune, la dengue et autres maladies à transmission vectorielle. Tout est passé au peigne fin, maison, espace vert et égouts. J'ai été surpris ce matin agréablement par ce que le ministère a fait. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment important qu'on puisse pulvériser afin d'éradiquer d'éventuelles maladies. Lorsque nous étions enfants à Trècheville, le service d'hygiène venait faire des opérations comme ça. Je ne sais pas pourquoi maintenant ça ne se fait plus. Une centaine de ménages concernés par cette opération de désinsectisation de la cité Alabrapé. Ici, tout le monde n'est pourtant pas favorable à l'opération. La fumée et l'odeur des produits sont mises en cause. Ces produits que nous utilisons sont des produits homologués par l'Organisation mondiale de la santé, inoffensifs pour la population. Si on démoustique une zone, qu'on ne démoustique pas la zone voisine, effectivement, les moustiques qui sont chez le voisin peuvent se propager plus tard à l'endroit où la démoustication a été faite. L'opération de désinsectisation va s'étendre aussi à la cité Alabra, Réconciliation, à la CDC, à la rue Minis, des zones également touchées par les inondations des 18 et 19 juin derniers. Au total, ce sont près de 300 ménages qui seront visités par les agents pulvérisateurs de l'Institut national d'hygiène publique. Le concours du plus beau bébé a été organisé par la Jeune Chambre internationale à travers sa section d'Aboisseau. Il a pour but de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant en invitant les femmes à effectuer les consultations prénatales et postnatales, en les invitant également à faire vacciner leurs enfants. Astou Touré. Pour avoir fait ses consultations prénatales, postnatales et les vaccins de son fils, cette jeune mère s'est taillée la palme d'or au concours du plus beau bébé d'Aboisseau. Je suis contente, je conseille à mes sœurs, lorsqu'elles sont enceintes déjà, d'aller au rendez-vous prénatal et lorsqu'elles accouchent, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller revoir les sages-femmes et de continuer à faire les vaccins et les pesées des enfants. Ce concours, initié par la Jeune Chambre internationale à travers sa section d'Aboisseau, a pour objectif de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Le constat, c'est que les mères ne fréquentent pas assez les centres de santé. Nous avons observé tout simplement que les enfants, sinon les mères meurent en couche. Donc, au vu de ce constat, nous avons cru bien faire d'initier cette activité qui est le concours du plus beau bébé, dont l'objectif principal, je le signifie, est de sensibiliser les mères à fréquenter les centres de santé. Consultation prénatale et postnatale, quelle importance pour la mère? Ce thème a permis aux femmes de comprendre les enjeux de la procréation. Elles ont été instruites à l'utilisation des contraceptifs, aux consultations après l'accouchement et à la mise à jour des vaccins de leur progéniture. Nos objectifs ne sont pas encore atteints. C'est pour ça que d'ailleurs nous mettons l'accent sur la sensibilisation des mamans afin qu'elles viennent suivre toutes les consultations prénatales et qu'elles fassent également les consultations postnatales. Pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, la protection de l'enfant est une priorité absolue. Ce concours, qui est à sa 3e édition, a enregistré la participation de près d'une centaine de bébés.
Dans un autre registre, la célébration de la journée de l'excellence des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a eu lieu hier au Centre culturel d'Abobo. C'était en présence du ministre Kandia Camara et de toute la coordination des inspecteurs de l'enseignement. Objectif, célébrer le mérite des enseignants et des élèves. Patricia Omoetia. Meilleur agent de bureau, meilleur maître de CM2, meilleur élève de CM2. Ils ont été tous primés et félicités. Cette fête commune de l'excellence avec la ministre de l'Éducation nationale est une consécration des meilleurs acteurs de l'ensemble des 7 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire. C'est l'occasion pour montrer à la nation tous nos valeureux élèves, tous nos valeureux enseignants, tous nos valeureux personnels d'encadrement, tous nos valeureux partenaires méritent nos félicitations. Ils ont démontré qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'éducation, on parle de travail. On parle de travail bien fait. Une cérémonie d'hommage et d'excellence pour encourager les récipiendaires à redoubler d'efforts. J'ai été récompensé meilleur élève de CM2. Je peux leur dire de bien travailler en classe, étudier les leçons pour être meilleur comme moi. J'ai été honoré en tant que meilleur agent de bureau. Je profite pour remercier Madame le ministre et tout le personnel de l'IEP. C'est un travail de collaboration. C'est moi qui suis primé, mais c'est tous les enseignants de l'EPP1. C'est nous tous qui avons travaillé pour avoir un tel résultat. Plus de 70 récipiendaires des IEP sont admis à faire valoir le droit à la retraite. Parlons littérature, la cérémonie de présentation du premier bulletin Pépite d'archives de l'écrivain ivoirien Bernard Blin-Dadier s'est tenue récemment. Elle a permis de rendre hommage à Bernard Dadier, considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Franck Wadiou. Il est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Bernard Blin-Dadier a publié une vingtaine d'œuvres littéraires et aujourd'hui, un bulletin de 36 pages lui est consacré. Pépite d'archives, écrit en 1965 par Frédéric Brully-Boisbré. Dans ce courrier, Brully-Boisbré relève les traits caractéristiques de l'écrivain, le talent et l'humilité, mais surtout la technique d'écriture simple et pertinente. 53 ans après, ce courrier est rendu public grâce à la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Blin-Dadier. Nous profitons de ce bulletin pour révéler au grand jour tous ces trésors cachés. Et c'est aussi le rôle de la Fondation Bibliothèque Archives de non seulement classer de façon méthodique toutes les archives, de les numériser, mais aussi de mettre au jour, à travers le bulletin, quelques facettes de cette bibliothèque archive Bernard Blin-Dadier. Bernard Dadier, homme de culture, auteur d'une œuvre plurigenre, poésie, roman, conte, chronique, mais surtout le théâtre. Pour cette riche carrière, hommage lui a été rendu. Dadier a commencé à écrire depuis 1934. Il a milité pour ce qu'on appelle l'émancipation des peuples africains. Et donc, toutes ces activités-là ont besoin d'être présentées aux jeunes pour qu'ils prennent possession de l'héritage que constitue Dadier en tant qu'écrivain, en tant qu'homme d'action. Bernard Dadier mérite cela. Quand vous prenez les textes de Dadier qu'il a écrits il y a 50 ans, 60 ans, si vous vous y plongez bien, vous retrouvez beaucoup de choses qui se déroulent aujourd'hui. Il était bon qu'on fasse quelque chose pour l'immortaliser en immortalisant son œuvre. Créée en 2017, la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Blin-Dadier entend publier ce bulletin Pépite d'archives dans plusieurs langues du pays et d'autres langues étrangères. Elle entend aussi assurer la diffusion, la lecture et l'utilisation des œuvres de Bernard Dadier, histoire de rendre présente sa pensée et faire connaître son rôle de précurseur dans le développement littéraire en Afrique.
La gestion des œuvres universitaires d'Afrique était au centre d'une réunion internationale en France. Les CROU, centres régionaux des œuvres universitaires de 9 pays d'Afrique, s'inspirent de l'exemple français. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la relance des activités de l'Association des œuvres universitaires francophones, AOUF. Les explications de Walter Amadou Ouattara. La gestion des œuvres universitaires d'Afrique passée au peigne fin à Caen en France. 9 pays africains dont la Côte d'Ivoire, 16 institutions, 65 participants ont planché sur la mobilité et la traçabilité des étudiants de leurs pays respectifs. C'était lors d'une rencontre animée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, CROUS de Caen, en collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, CNUS de Paris, en France. Il s'est agi de faire des propositions afin d'améliorer les conditions sociales des apprenants. Des recommandations, il y en a eu au cours de cette rencontre internationale qui est une initiative de l'Association des œuvres universitaires francophones, AOUF. L'AOUF souhaite, entre autres, plus d'autonomie budgétaire pour les centres régionaux rattachés aux centres nationaux, le renforcement de la communication entre universités et centres des œuvres universitaires. La délégation ivoirienne était conduite par Isiaka Bamba, porte-parole des CROU africains. Directeur du CROU de Daloa, il a exposé sur le mode de gestion des œuvres universitaires en Afrique. Des présentations et des panels ont ponctué cette rencontre qui marque ainsi la relance des activités de l'Association des œuvres universitaires francophones. Avant de poursuivre, sachez qu'une cellule orageuse accompagnée de pluies modérées ou fortes pouvant occasionner des inondations est imminente sur le district d'Abidjan. Une autre cellule orageuse mobile va intéresser tout le nord du pays avec de fortes rafales de vent et de fortes pluies. Le magazine de ce dimanche 8 juillet 2018 s'est intéressé à la production animale, la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire, à l'utilisation de médicaments vétérinaires contrefaits et aux actions qui sont menées sur le terrain pour lutter contre ce phénomène. L'invité d'Alvorassa était le docteur Kwadio Adaman, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. La production ivoirienne ne couvre pas les besoins de la Côte d'Ivoire. En viande et à bas, elle couvre à peine la moitié. Mais la population ivoirienne aussi va en augmentant, mais les besoins aussi s'accroissent. Au niveau de la production laitière, par exemple, c'est vrai, nous n'avons pas une grande production. Donc la production ivoirienne couvre à peine 18% des besoins nationaux. Mais si nous prenons la viande et les abats, la production ivoirienne couvre jusqu'à 59% des besoins de la Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau des œufs, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en œufs de consommation depuis près d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, le gouvernement, surtout le ministère des Ressources animales et halieutiques, a mis en place un programme, le programme stratégique de développement de l'élevage et de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le PSDPA. Et ce programme qui aura pour rôle spécialement de renforcer la productivité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a la vente de certains produits qui ne sont pas recommandés. Il existe des circuits. Le circuit officiel existe, mais certains s'appuient dessus. Il existe aussi des circuits illicites qui mettent sur le marché certains produits qui sont interdits aujourd'hui, et les différentes inspections, missions menées sur le terrain ont permis de mettre la main sur ces quantités de produits. Alors on a vu que c'est vraiment tous les acteurs qui s'adonnent, et c'est ce que nous essayons d'éviter, à savoir certains producteurs même, certains éleveurs même, des vendeurs ambulants, et ça concerne tous les types de produits. Je rappelle qu'une cellule orageuse accompagnée de pluies modérées ou fortes pouvant occasionner des inondations est imminente sur le district d'Abidjan. Une autre cellule orageuse mobile va intéresser tout le nord du pays avec de fortes rafales de vent et de fortes pluies. Et justement, les pluies torrentielles qui s'abattent depuis 4 jours sur l'ouest du Japon, provoquant inondations et glissements de terrain, ont fait au moins 57 morts, selon un bilan officiel provisoire. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plus de 2 millions de personnes. Une centaine d'habitants des régions les plus touchées ont été blessés. Quelques 48 000 pompiers, policiers et militaires des forces d'autodéfense ont été déployés sur le terrain.
Le Premier ministre Shinzo Abe a qualifié la situation d'extrêmement grave et ordonné le déploiement de tous les moyens possibles pour sauver des vies. Il a réuni samedi matin les principaux ministres concernés. En Thaïlande, l'opération d'évacuation de la grotte de Tham Luang lancée aujourd'hui devait permettre de faire sortir un premier enfant dans la soirée. Mais finalement, avec beaucoup d'avance sur le timing annoncé, 4 des 12 garçons piégés depuis le 23 juin sont sortis. L'opération de sauvetage est désormais suspendue pour la nuit. Faisons à présent le point des faits qui ont marqué le monde au cours de cette semaine. Ce 7 sur 7 est une sélection d'Olivier Iriebi et de Gabriel Zani. Les élections législatives au Cameroun n'auront pas lieu cette année. Les députés camerounais ont adopté lundi la prorogation de leur mandat à la demande du président Paul Biya. Le chef de l'État a expliqué que la tenue des scrutins municipaux, législatifs et présidentiels sensiblement aux mêmes périodes rendrait difficile leur organisation matérielle. L'ONU a dénoncé mardi l'impact dévastateur de 3 ans de conflit au Yémen. Plus de 2200 enfants ont été tués et beaucoup d'entre eux souffrent de la famine, selon Henrietta Ford, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Près de 10 000 personnes ont péri depuis le déclenchement du conflit en 2015 entre une coalition militaire et des rebelles houthis. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a décidé mercredi une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Cette mesure survient à moins de 2 semaines du dialogue national annoncé en juin par le président au pouvoir depuis plus de 35 ans. Le régime syrien a frappé ce jeudi avant l'aube les derniers bastions rebelles sur son territoire. Des centaines de missiles et de barils d'explosifs ont été lancés par l'armée de Bachar al-Assad en direction de Deraa, chef-lieu de la province. Ce bombardement intervient après l'échec des négociations avec les insurgés. Ils pourront se remettre de leur traumatisme si l'opération de sauvetage se termine bien pour eux. Les 12 enfants et leur entraîneur coincés dans la grotte de Tham Luang en Thaïlande depuis plusieurs jours sont invités par le président de la Fédération internationale de football association à prendre part à la finale du mondial le 15 juillet en Russie. La campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet prochain au Mali a officiellement débuté ce samedi. 24 candidats sont en liste. Les débuts de cette campagne s'annoncent timides avec quelques affiches à différents endroits de Bamako, la capitale malienne. Les meetings de lancement de campagne des 2 principaux candidats, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le principal opposant Soumaïla Cissé, sont prévus ce dimanche. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu ce dimanche à Asmara pour une rencontre historique avec le président érythréen Issaïas Afwerki. Les plus hauts dirigeants des 2 pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. La décision de tourner la page du conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. Ainsi prend fin ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À très bientôt.